Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, sur mon bateau, j'ai la chance de recevoir Ray Junior Courtemanche, le bâtisseur visionnaire. Évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Ray, j'ai l'impression que tout le monde au Québec te connaît, donc pas besoin de faire la grosse introduction, mais pour nos amis qui nous écoutent en Europe, en Afrique, même en Asie, je pense qu'on peut te présenter en disant que tu as commencé à 6 ans à vendre des t-shirts avec ton père qui faisait de la course automobile. Exact. Puis d'ailleurs, tu as été élevé par ton père parce qu'à l'âge de 4-5 ans, ta mère a quitté la maison. Tu as arrêté l'école de bonne heure au début de l'adolescence. Pour aller faire la tonte de pelouse qui s'est transformée en une compagnie de paysagement par la suite, qui a été un succès. Et là, tu es pilote de NASCAR. Tu es l'entrepreneur, en fait, le promoteur immobilier qui a développé la cité de Mirabel. Peut-être que les chiffres ont changé, mais j'ai lu que tu as bâti pour plus d'1 milliard en immobilier. Tu pourrais me corriger sur les chiffres si c'est rendu plus gros que ça. Et tu es papa de 2 enfants, puis aujourd'hui, tu es ici pour inspirer encore plus de gens. Merci. Merci à toi de l'invitation. Ça fait tellement plaisir. Quand j'ai décidé de vouloir inviter des gens en podcast, on se le dit tantôt quand jasait avant d'enregistrer, que j'ai envie de jaser avec des gens, que ça va être cool, ça va être le fun. T'sais, on se connaît, mais on se connaît pas. On se connaît des médias sociaux. Tu me connaissais, je te connaissais, ouais. Mais on n'avait jamais pris le temps de passer du temps ensemble. Et j'ai fait un sondage dans l'un de mes groupes Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. Plein de gens qui font de la croissance personnelle, qui désirent accomplir plus de choses dans la vie. Puis ton nom a sorti plein de fois. Ah ouais? J'étais tellement content parce que moi, j'avais déjà l'intention de t'inviter. Puis là, il y a plein de gens qui ont manifesté l'idée, en fait, que je te reçoive merci sur mon bateau. Puis merci à tout le monde. À tout le monde. Ben ouais. Et la raison pour laquelle tu es la première personne que j'ai décidé d'interviewer, c'est qu'on a plusieurs points en commun, que tu sais peut-être pas, mais que j'ai juste envie de dire parce que je fais pas l'entrevue pour, tant que ça, inspirer plein de gens. Je la fais de manière très selfish pour moi. Parce que moi, tu m'inspires, j'ai envie de jaser avec toi. Puis les caméras, c'est une excuse, tu sais. C'est une excuse pour passer du temps ensemble. Mais de un, on a lâché l'école à l'adolescence tous les deux. Ouais. Ça, on va pouvoir en parler. On a parti en affaires avant d'avoir 18 ans, avant d'être majeur. Donc, on n'était pas majeur, puis on a parti en affaires. On est devenu millionnaire avant 30 ans. Puis, on a investi en publicité Facebook durant la pandémie où ce que tout le monde investissait peu d'argent parce que c'était risqué, puis on a pu profiter de ça. Donc ça, c'est quelques points en commun qu'on a ensemble. Et moi, je me demande, quand on s'appelle Ray Junior Courtemanche, qu'on a des 200 millions de projets en immobilier, puis arrive une pandémie, comment on réagit face à ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je te dirais que quand ils ont fait l'annonce, j'ai eu un genre de disjoncteur qui a sauté. Tu sais, quand tu as une méga usine qui est pour moi mon cerveau, puis qu'il y a du jour au lendemain, il y a un éclair qui explose, qui fait sauter le transformateur, ces lignes d'Hydro-Québec, puis là, l'usine elle tombe à off, il n'y a plus rien qui roule. J'ai eu comme un blackout total, j'étais couché sur le divan. La journée que ça a été annoncé. Quand il a annoncé qu'on ne pouvait plus travailler, qu'il fallait que je ferme tous les chantiers que j'avais en opération, juste les projets qui roulaient en ce moment-là, on avait au-dessus de 200 millions de bâtisses en construction. On débutait le méga projet de 243 portes, le 700. On l'avait commencé à creuser le 6 mars de 2020. Puis il nous fermait dans du mois de mars. On avait un immense trou de quasiment 65 000 pieds carrés de creusé, d'une profondeur de 20 pieds. L'eau s'accumulait dans les fonds. Les palissades sont coupées en angle, mais quand il y a bien de la pluie, ça devient à risque. Toutes les clôtures tout le tour, il fallait sécuriser ça en un temps record parce qu'on n'avait plus le droit de travailler. Puis là, je voyais tous ces projets-là fermés, les intérêts qui roulent encore sur des centaines de millions de dollars sans aucun revenu. C'est quoi, c'est 100 000 par mois d'intérêt que tu devais payer? C'est plus que ça. C'est fou. Là, juste en intérêt? Juste en intérêt. Mais, un peu, t'es riche. Tu ne vas pas faire pleurer personne avec ça. Ben, 100 000 d'intérêt. Quelqu'un qui écoute ça, qui gagne 40 000 par année, il dit ouais, moi j'ai perdu ma job, Ray, tout c'est pas grave, tu vas pouvoir continuer c'est que sur des projets, même si tu fais un projet de 200 millions,
les marges de profit, c'est du 3, du 5, du 8 %. C'est pas si gros qu'on pense. C'est pas si gros exactement. Parce que quand on dit les chiffres, c'est comme on lit dans les journaux, on te voit passer à la télé ou peu importe à la radio. Un méga projet. 200 millions, exactement. Puis ça, on a l'impression que c'est comme tu te baignes dans des océans d'argent. Des céréales avec des billets de 1000 $. Mais c'est pas ça. C'est que, oui, tu fais des gros projets immenses, c'est des gros chiffres, mais plus le chiffre est gros, moins que la marge bénéficiaire est grande. Fait que, exemple, dans les vêtements, tu peux acheter des casquettes à 3 $, les remettre en vente, pas broder rien, à 6 $, doubler le prix, faire du 100 %. Puis là, rendu en kiosque, ça est rendu 25 $, mais c'est la même casquette de 3 $. Nous, un édifice de 200 millions, mais la marge de profit, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 8 %, tout dépendamment du concept. Fait qu'une petite bad luck, mais 200 millions à, mettons, pour faire les chiffres rapidement, à 5 %, mais c'est 10 millions. Mais 10 millions, tu as 2 mois de fermé, tu viens de manger 200 000 juste en intérêt sur ce projet-là. Puis ça, c'est à part toutes les bad luck qui s'en découlent des fermetures, du projet qui avance pas, de la perte de temps qu'on avait quand ils nous ont laissé recommencer à travailler. C'était une personne par unité, quand d'habitude, il y a 3-4 quarts de métier dans la même unité. Pourquoi c'est juste une personne? Ben, à cause de la pandémie. Puis là, ben, avec les masques. Non, je comprends, mais OK, tu peux pas être autant de monde. Autant de monde. T'es réduit par exactement, chantier. Pour la CSST. Fait qu'ils nous avaient réduit pour la sécurité de la santé des gens. Ils avaient rouvert les projets, mais avec des restrictions à pu finir. Là. Les gars, avant de rentrer le matin, il fallait faire un test COVID, il fallait remplir un rapport, savoir les symptômes, le lavage des mains, le masque. Fait que imagine, les gars travaillent dans un bâtiment qui est en construction, beaucoup d'humidité, parce qu'il n'y a pas encore les systèmes d'aération, de ventilation en fonction. Les gars, ils ont un masque, il fait super chaud, il y a de la poussière, c'était invivable. On pense pas ça quand on voit... les gens, ils voient le marketing, le spectacle, mais ils voient pas la misère et la souffrance qu'il y a en arrière d'un méga projet. Tu dis la journée 1, t'es écroulé, puis après ça, pendant ça, est-ce que tu vis encore des conséquences de ça? Ben c'est ça. La journée 1, là, j'étais comme une larve couchée sur le divan chez nous. Le lendemain, encore la même chose, puis je faisais juste penser qu'est-ce qui était pour arriver avec l'avenir des gens, l'avenir de mes projets, avec mon avenir, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, t'es dans l'inconnu, là. T'as une personne dans toute ma vie qui a réussi à m'arrêter de travailler, puis c'est le premier ministre à cause de la pandémie. Ça a été tout un choc, parce que j'ai toujours travaillé. Puis tout ce que j'ai voulu faire, peu importe la température, peu importe le climat, peu importe qu'est-ce que j'avais comme argent quand j'ai commencé, il pleuvait, je coupais du gazon en journée longue. Rien t'arrêtait. Rien était... Mais là, tu n'étais plus en contrôle à 100%. Je pense que ça a touché beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui ont de l'ambition, où on se fait pas arrêter par les autres, mais là, on se fait arrêter par... La loi. La loi. C'était fou. Puis là, c'est comme de voir ta grand-mère ou d'aller travailler, tu deviens un criminel. Comme, je suis où, moi, là? Fait que là, ben, ça a duré environ 3-4 jours. Là, après ça, ben, je me suis dit, coudonc, il faut que je me reprenne en main, ça n'a aucun bon sens, mais là, j'ai eu des mal de jambes incroyables. J'avais des lourdeurs dans les jambes, je te jure, ça a tout fucké mon mental puis mon corps. Autant ton corps que la tête en était affecté. C'était fou, là. Puis là, après ça, ben là, je recevais des appels de gens, d'autres entrepreneurs qui sont près de moi, des sous-traitants, tout le monde capotait, là, ils se demandaient tout, il va arriver quoi avec nos paiements? Tu sais, c'est des gros projets, fait que chaque sous-traitant, il y a un gros montant à recevoir, là. Fait que les gens avaient la chienne de ne pas se faire payer parce qu'ils avaient rentré matériaux, mais ils n'étaient pas installés. Mais eux, ils ont leur paiement à faire, fait que c'est une cascade sans fin. Hein. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis oui, le gouvernement, il a aidé, exemple, des restaurants, il a aidé les gens pour les loyers dans des projets, mais nous, la construction, on n'a pas eu de compensation, on n'a rien eu. Là. Fait que j'avais aucune ressource qui nous rassurait qu'on était pour avoir de l'aide. Fait qu'il fallait se trouver des solutions par nous-mêmes. Puis là, à force de parler à des gens, mais là,
j'étais en confiance que c'était pour restarter quand même assez vite. Puis là, après ça, ils nous ont prolongé ça un autre 2-3 semaines. Fait que là, ça a donné encore un autre coup, un uppercut puis un jab en même temps. Fait que c'est tout ça qu'on vivait, puis ça joue dans le mental. C'est sûr. Fait qu'il faut vraiment se minder à trouver une solution. Puis moi, ma solution, ça a été, on est en fermeture, les usines sont toutes fermées, mais que ça reparte, ça va être la folie, là. Puis j'avais fait des entrevues pendant justement la pandémie, puis j'avais repris confiance, puis là je disais, hey, mec, ça parte, ça va être la folie totale, parce que l'humain a jamais, personne n'avait été jamais renfermé pendant un mois et demi, puis là, Joe, le lendemain, il te relibère. Moi, je pensais que ça restarterait, puis c'est pas ça qui est arrivé. Mais moi, mon éclair que j'ai eu dans ma tête, c'était il va manquer de stock, mais que ça reparte. Fait que ce que j'ai fait, tout ce que j'avais besoin dans le bâtiment 700 pour pouvoir continuer puis pas avoir de problème de matériel, j'ai acheté tout ce que j'avais besoin pour construire le bâtiment en pièces détachées, puis on l'entreposait en dessous dans le garage souterrain. Fait que les bains, les portes de douche, les switches de lumière, les pendouilles, les globes, de la plus petite chose à aller au plus gros accessoire d'un bâtiment, on avait tout entreposé ça. Fait qu'on faisait livrer du matériel aussitôt que ça allait ouvert, parce qu'on avait tout placé nos commandes. Puis quand ça repartit, ben là, on avait les restrictions, mais au moins, j'avais l'impression que j'avais pris le contrôle de quelque chose. Ben, j'avais rentré l'inventaire pour pouvoir continuer à travailler. T'étais pas en mode j'attends, t'avais quand même avancé. Est-ce que tu avais de la pression par rapport aux gens autour de toi, parce que vu que tu drives beaucoup de projets, le monde devait se tourner vers toi pour hey, c'est quoi la solution, c'est quoi tu penses, tu devais être un peu le conseiller des gens. Là. Ça, j'en ai eu énormément sur Messenger, sur LinkedIn. OK, des inconnus, là, pas juste des gens que tu connais. Là. Des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, des gens qu'on inspire ou qui nous ont déjà croisés, mettons, aux courses ou sur un chantier. Puis là, les gens m'appelaient, étant en détresse, ils se viraient vers moi pour avoir la solution, mais je ne l'avais pas, la solution miracle. Je vivais le même problème qu'eux. Fait que pas une boule de cristal. Je parlais avec mon cœur qu'est-ce que j'étais en train de faire, moi, pour m'en sortir moi-même dans mes projets. Puis on n'avait pas juste ça, on avait tous les bâtiments qu'on a dans la cité de Mirabel, les tours à bureaux qu'on a sur l'autoroute 15 qu'on loue, mais ces gens-là aussi étaient en détresse. Fait que mes locataires m'appelaient, ils me disaient « On n'est pas capable de te payer nos loyers, on n'a pas de revenus. » Fait que c'était une cascade de problèmes qui s'accumulaient, là, c'était ridicule. Puis là, à force d'avoir des demandes sur justement des appels, tout ça, l'équipe au bureau, on s'est dit pourquoi qu'on n'écrirait pas un livre au lieu de le dire au téléphone qu'est-ce que tu as fait un à un, mais de cette façon-là, tu vas le propager à plus de personnes. Puis là, tu as le cœur sur la main, tu veux aider les gens. Exactement. Puis je voulais le faire, mais à grand volume. Puis je me disais, tout le temps que je passe pour chaque personne à écrire, à répondre sur les réseaux sociaux ou au téléphone quand ils m'appellent, mais je pourrais prendre tout ce temps-là, l'investir dans l'écriture du livre. Fait que là, j'ai commencé à enregistrer mon histoire. J'écrivais des bouts. Puis là, on a accumulé ça. Puis avec l'équipe d'un monde différent, avec Maxime Fortier qui travaille avec moi, puis Julie, ben là, on s'est mis à écrire le livre. On a sorti un premier draft pendant la pandémie, dans la première année. Puis on l'a sorti en mars de 2021. Puis là, ben, on a sorti un premier livre, ils l'ont corrigé, ils nous ont challengé pour qu'il y ait plus de piquant, qu'il soit plus captivant. Plus de piquant? Ta vie s'est remplie de piquant. Qu'est-ce qu'il voulait plus? Mais il en voulait, là, je te le dis. De point de vue littéraire. Exactement, pour que les gens, quand ils lisent, que ça soit pas monotone, puis qu'ils débarquent du livre, puis ils restent pas accrochés. Puis leur but, c'est que les gens, quand ils commencent à lire, mais qu'ils aient soif de savoir c'est quoi dans l'autre page, l'autre paragraphe, l'autre histoire. Puis c'est ça qui nous ont challengé pour que ça soit encore, que ça drive encore plus. Puis là, ben, ça allait emmener l'histoire du bâtisseur visionnaire, exactement. Puis où est-ce que les gens peuvent... il est disponible dans toutes les librairies du Québec. Puis sur Amazon, dans les Archambault,
aussi sur la boutique en ligne Un Monde Différent. Il est disponible sur Amazon. Fait que les gens de partout en travers le monde peuvent se procurer le livre. Tous tes fans de l'Europe, ils peuvent le lire. Il est en français. Exact. Puis, je raconte mon histoire du début jusqu'à la fin. Puis, je parle aussi de la période de la pandémie, là, mon histoire de disjoncteur qui a écrit ça pendant que tu étais dedans. Là. Exactement, oui. Fait que je vivais les émotions du stress, puis de l'anxiété, de l'angoisse. Pendant que tu l'écrivais. Pendant que je l'écrivais, c'était quoi mon avenir futur, l'avenir futur de tous aussi. Ouais, tout à fait. Puis, en même temps qu'on écrivait le livre, bien, on essayait de s'en sortir, puis on aidait nos locataires avec les programmes qu'on pouvait adhérer pour les aider. Dans le fond, j'ai participé au rabais de 25 %. Moi, je donnais 25 % de rabais. Le gouvernement leur donnait 25 %, puis le locataire en payait de sa poche 50 %. Fait que j'ai adhéré à ça pour tous mes locataires dans nos projets pour les aider. Puis là, quand la pandémie s'est estompée, puis on recommençait à rouler, bien, au moins, ils n'ont pas toutes fermé les portes. Tu sais, si t'es torque puis tu leur fermes la valve, mais t'étouffes tout le monde, t'es pas plus avancé. T'es autant dans la merde qu'eux. Fait que c'était de participer à ça puis d'aider le plus de gens possible. C'est fou que tu as viré ça à ton avantage puis à l'avantage de tout le monde d'un événement négatif. Hey, parce que les gens viennent vers moi, ben, je vais écrire un livre qui là, peut inspirer plein de gens. C'est beau de penser à de la contribution quand tout le monde est en détresse, puis toi-même, tu vis un stress. Fait qu'il y a quand même quelque chose en arrière de ça que tu dis, le côté humain que tu as, que hey, je veux tellement aider les gens que je vais faire un livre parce qu'on s'entend que où ce que tu es présentement, Chris, que tu n'écris pas un livre pour faire de l'argent. Non, puis les écrivains font déjà là, font pas beaucoup d'argent. Fait que c'est pas un projet que tu dis, hey, wow, ça va tout casser. Non, pas du tout. Puis le pire, c'est que les livres sont 23 ou 24,99 $. Puis moi, je voulais presque rien en avoir sur le livre. Fait qu'ils l'ont descendu en vente, sur la pré-vente, puis en vente pour en vendre le plus possible. Moment. Exactement, parce que le but, je peux même pas m'enrichir avec un livre. Tu sais, les livres au Québec, un best-seller, je pense, c'est 3500 livres. Fait que c'est pas à 3500 fois 2 $ que tu arrives à payer. Tu vas rétablir tes intérêts que tu payais pendant la pandémie. Exactement. Fait que c'est vraiment pour aider. Puis à cause de ça, ben, c'est pour ça qu'il était à 21,99 $. Puis même Amazon, ils l'ont mis en spécial justement parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Puis eux... Ouais, t'as été dans les tops de vente d'Amazon. Puis là, quand ils ont vu ça, je sais pas c'est quoi leur principe de marketing à eux, mais ils ont redroppé le livre à rabais en plus. Fait que ça a explosé encore plus les ventes. Fait que la semaine passée, il y a eu une explosion de ventes encore, tu sais, malgré... Puis c'est un livre que, tu sais, c'est pas, mettons, une recette d'un Pokéball que les gens vont triper dessus pendant un mois. Tu sais, c'est une histoire qui peut inspirer les gens pendant toute notre vie existante. Mais ça vend bien, ça, les histoires inspirantes. Par contre, tu n'es pas un coach, pas quelqu'un qui conseille les gens par rapport à ce qu'ils devraient faire dans la vie. Fait que c'est vraiment un partage de ton histoire que les gens peuvent s'inspirer, puis de tous les défis que tu as vécu, puis tu en as vécu pas mal. Beaucoup. Écrire un livre quand on n'a pas été longtemps à l'école, comment tu as trouvé ça? Ben, j'étais bien entouré avec Maxime qui est... c'est ça le truc, quand on n'est pas bon dans quelque chose, il faut s'entourer. Bien s'entourer, exactement. Ça. Fait que là, ben, avec l'équipe d'Un Monde Différent, qui sont une sommité dans des livres d'histoire, de coaching, tout ça. Et de développement personnel, Exactement. Fait qu'ils m'ont primé comme jamais. Fait que j'allais chercher le plus profond de moi, puis de le partager d'une façon que ça l'accrocherait le plus possible les gens pour leur montrer que eux aussi, même s'ils viennent comme moi d'une famille non fortunée, une mère qui n'était pas présente, problème d'alcool, de drogue, puis que j'avais 4 ans, puis je vivais ça. Mais malgré tout ça, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, mais d'avoir une vision, puis de nous-mêmes se créer notre vie. C'est pas nos parents qui vont être là toute notre vie, puis qui vont nous guider. Tu sais, un arbre, ça a un tuteur, mais à un moment donné, il faut que tu l'enlèves, parce que le tuteur n'est pas assez gros pour tenir la grosseur de l'arbre. Fait que c'est toi-même, le jeune, l'ado, qui doit se créer une vie, puis de se prendre en main, puis d'aller réaliser ses rêves, puis faire tout en conséquence pour que ça fonctionne. C'est pas tes parents qui vont faire tes rêves à ta place. Hein.
C'est vrai, puis c'est une belle analogie par rapport au tuteur qui tient à côté, mais toi, j'ai l'impression que ton tuteur est parti comme très tôt. Exact. Fait que t'étais un arbre assez faible qui devait pousser, puis il y en a des arbres qui sont tout petits puis qui vont pousser croche. Toi, t'as pas poussé croche. Non. C'est quand même bien tourné vers... Mais ça a été quand et ça a été quoi le déclic de... Le discours que tu as là, c'est bien parce que là, ça va bien dans ta vie, mais à ce moment-là, où est-ce que tu sais pas ce qui va se passer plus tard, tu peux avoir des craintes, des peurs. Ça a été où la réalisation de... Ben moi, je te dirais qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait que mon père, il m'emmène toujours au garage où est-ce qu'il travaillait. Ouais. Puis, au garage, j'étais entouré de clients. Puis ces clients-là, indirectement, ils me prenaient par pitié, tu sais, dans leur cœur, mais ils me donnaient de l'attention. Puis, en me donnant de l'attention, je parlais beaucoup avec cette clientèle-là qui étaient des adultes, des grands-parents. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 5-6 ans, 7 ans. C'est jeune, là. Puis j'étais pompiste. Puis quand j'allais pompiste, mais les gens trouvaient ça cute de voir un petit cul arriver pompiste. Puis j'avais ma chemise BP avec les vrais pantalons, pareil comme les vrais mécaniciens. Puis les pompistes, j'avais mon petit kit de pompiste. Puis là, j'allais aux pompes. Puis les gens trouvaient ça cute. Puis vu qu'ils trouvaient ça cute, ils étaient réceptifs. Il était gentil, puis il m'encourageait indirectement à être fin avec eux parce qu'il était fin avec moi. Fait que je souriais, je donnais du bon service. Plus je donnais du bon service, plus qu'il me donnait du pourboire. Fait que là, je m'ambitionnais à mettre l'essence. T'associais le fait que si tu donnais un bon service, il y avait quelque chose en retour. Fait que indirectement, je me suis comme développé avec la clientèle que j'ai échangé toute ma jeunesse au garage. Puis là, après ça, ça a été... mon père faisait de la course de stocker. Ouais. Puis moi, je voulais faire du karting. Alors, on n'était pas loin de Jean Talon puis Saint-Laurent. Puis là, il y avait les guenilles dans le coin de Chabanel. Puis il y avait des clients qui faisaient de la guenille. Là, c'est les chandails. Fait que là, il imprimait les T-shirts de la voiture de course à mon père avec Tilou en arrière. Ça coûtait peut-être 3 $ un T-shirt imprimé. Puis je les vendais 5 $ dans les estrades. Puis mon père gardait 1 $, moi je gardais 1 $. Puis avec l'argent que je faisais, je pouvais me permettre d'aller faire du karting en location au circuit de course. Puis avec ça, je me payais des bonbons. Puis ça m'a permis à connaître l'effort pour gagner l'argent, puis la valeur de l'argent. Parce que plus vite tu dépenses, t'en as plus. Faut que tu travailles encore plus pour en gagner d'autres. Fait que ça m'a tout de suite fait penser la valeur de l'argent, puis les efforts nécessaires pour en gagner. Fait que j'ai toujours été une personne pas inquiet, mais prudent dans mes dépenses. Tu calcules. Exactement. Tu calcules pour... Mais est-ce que tu penses que ça a été un avantage pour toi que justement ton père n'est pas là à payer, mais c'est toi qui dois travailler puis payer pour tes affaires? Je te dirais à 100% que oui. Mon père, il me gâtait en m'emmenant avec lui, puis en me laissant pas toute seule à la maison, puis en étant toujours près de lui, mais j'étais toujours avec le public, toujours en train d'apprendre un métier nouveau, une discussion nouvelle avec un client. Puis chaque client vient, ils ont chacun leur histoire. Ouais, fait que t'apprends. Chaque histoire m'apprenait un défi nouveau, une leçon, un projet, une leçon. Fait que j'ai eu une éducation qu'aucune école, aucune institution, aucune université sur la Terre peut emmener à une personne. J'avais des centaines et des centaines de professeurs par semaine qui m'emmenaient des connaissances. T'enseignais la vie. Exactement. Mais parlons-en ça de l'école. C'est quoi ton regard sincère sur l'école? On oublie que les caméras sont là, puis il faut avoir un discours de politique de c'est pas fait pour tout le monde, c'est ça. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Moi, je te dirais que si on regarde vraiment les gens qui vont à l'école, mais ils les enlignent dans un canal, exemple, toi, tu vas devenir chirurgien. Oui, on a besoin des chirurgiens. Puis si la personne, elle le fait, puis elle le fait avec son cœur, puis c'est ce qu'elle a envie de faire dans sa vie, c'est parfait parce qu'on en a tous besoin. Un jour, on va avoir besoin d'une chirurgie, puis on va être content qu'il soit là, puis qu'il soit sacrifié à sa jeunesse, à étudier, à passer des nuits blanches, à étudier son métier. Puis il y a d'autres gens
comme toi et moi qui sont téméraires, que ce qui les inspire, c'est pas d'être chirurgien, mais c'est d'être entrepreneur. Exact. Puis, qu'est-ce qui fait des entrepreneurs puissants, je crois? C'est ceux qui ont vécu la misère, puis qu'ils ont lâché l'école très tôt, puis qui ont travaillé en mode de survie. Parce que quand tu es un commando, puis que tu as une mission, puis pitch d'un hélicoptère, puis tu as un demi-parachute, puis tu pas 12 saucisses hot dog, mais tu as de la poudre de saucisses hot dog, puis tu la mélanges avec de l'eau de la rivière, puis tu te nourris avec ça, mais tu as d'affaires à te débrouiller pour réussir, puis accomplir ta mission, puis de te garder en vie. Fait que tu es obligé, si tu veux plus que de la poudre de saucisses, mais il faut que tu chasses toi-même pour te nourrir. Faut que tu te cuisines, faut tout que tu fasses, faut que tu t'abrites. Mais la personne, quand elle sort de cette mission-là, puis là, mais tu prends la personne qui a passé sa semaine à l'école, puis là, mais tu prends les deux, puis tu les envoies dans la vraie vie. Dans la vraie vie, mais t'en as un qui va être plus fort que l'autre, qui va passer les épreuves plus facilement, puis il va voir ça moins comme une méga obstacle. Il est habitué. Il est habitué, c'est mon entraînement, ça fait partie... Je pense que tu l'avais déjà dit dans une interview que tu avais eue, je suis comme un boxeur dans le ring de boxe, parce que c'est le premier coup de poing que je mange, c'est l'enfer. Si j'en ai mangé 500 dans un entraînement, j'arrive au combat, puis c'est comme... C'est un plus. C'est un plaisir au final, je suis habitué, puis je pense peut-être même qu'en ce moment, tu carbures au défi, quand il t'arrive un défi, c'est un challenge de plus, mais... Tu as des enfants, tu as 2 enfants, Chloé qui est ici avec nous. Ouais. En fait, tu refais un peu ce que ton père fait avec toi. Tu t'amènes avec toi les deux tes enfants, les 2 enfants travaillent avec toi. Puis on va en parler de ça, mais ça a été quoi ton discours par rapport à l'école pour tes enfants? Toi, t'as lâché, fait que les parents vont dire, ben là, tu peux pas encourager tes enfants à lâcher l'école, t'es-tu rentré dans l'espèce de moule de non, c'est bon l'école, mais c'est un peu incohérent parce que toi, t'es pas allé. Tu vas vraiment rire, mais moi, je leur disais, va pas à l'école, ça donne rien, viens travailler avec... Ben, pas au primaire, là, mais... À la maternelle, laisse faire tes dessins, là. Je les ai laissés faire leur primaire, puis leur secondaire, puis après ça, au cégep, je leur ai dit, ben, vous avez assez appris à l'école, venez-vous-en travailler avec moi, vous allez avoir une ascension de malade, parce que je vais vous faire vivre la vie du commando qui brasse sa poudre de saucisses puis qui n'a pas un rack de 12 saucisses hot dog. Là. Puis là, mais la mère de Maxime et Chloé, elle voulait absolument qu'il aille au cégep, à l'université. Puis même là, ils sont Chloé est déjà à l'université, ça fait 1 an. Max, il rentre cette année, puis je leur dis encore, laissez faire ça, venez-vous-en avec moi. Puis là, c'est rendu que Chloé, elle va à l'université dans un programme de marketing, puis Maxime veut s'en aller comptable CPA. Mais qui est très bon. Ça va être parfait. Ils vont travailler avec toi. Ils travaillent déjà avec moi depuis plusieurs années. Puis les années passées, quand ils avaient, admettons, 12-13 ans, mais ils travaillaient au centre de karting. J'allais les porter le matin à 6h30 parce que je fallait choisir ces chantiers à 7h. Fait que j'allais les porter à la piste de course. Puis ils s'occupaient des jeunes qui étaient au camp de jour. Fait qu'ils sortaient les cartes du garage le matin à 6h45, 7h quand ils étaient là. Mais moi, je finis le soir à des heures pour finir. Fait que des fois, j'allais rechercher, il était 6h, 6h30, 7h le soir. Là. Fait qu'ils avaient passé 12 heures de temps à la piste à s'occuper des cartes au soleil, à s'occuper des jeunes du camp de jour pour les aider à checker l'air dans leurs pneus, l'huile, leurs chaînes, les ajuster, faire leur maintenance, tout ça. Fait que je les ai mis tout de suite dans la vraie vie, dans le fond, à leur jeune âge. Puis là, après ça, ben, Chloé, elle a travaillé aussi comme caissière à une station de service qu'on a à Cité-Mirabel. Puis elle ouvrait le matin à 4h30, je pense, le matin. Fait que ça, c'était à la fin de semaine. Fait que fallait qu'elle avait pas de permis de conduire. Là. Fait que moi, fallait puis la mère ou Annie, on se levait pour aller la porter le matin pour qu'elle travaille. Mais on se levait, nous. Là. Oui. Fait que pour leur faire connaître la misère du travail, se lever tôt. Tu faisais des sacrifices. On faisait, nous aussi, des sacrifices. Puis là, ben, elle travaillait toute la journée. Maxime travaillait dans le paysagement. Fait qu'ils n'ont jamais été dans Watt. Fait que je leur ai tout le temps fait travailler
comme moi je l'ai fait, pour qu'ils connaissent le marché, la communication avec les gens, la communication avec les confrères de travail. Mais ça, il faut que ça s'apprenne très jeune, malgré qu'ils veulent aller à l'université. Ben, je leur ai fait vivre la misère du travail à leur jeune âge, justement. Là. Mais je trouve ça beau parce que moi, je pose la question présentement à beaucoup de gens qui ont du succès, parce que je suis papa, puis je me questionne, mon enfant, ça, il est encore très jeune, mais je me dis, mes enfants, ils n'auront pas la même enfance que moi j'ai eue, puis je suis content de leur faire vivre des choses comme belles, puis qui vivent un peu plus de luxe. Mais on veut pas avoir des enfants bébés gâtés, on veut pas avoir des enfants qui sont qui vont tout avoir facile, parce que ça peut jouer sur leur comportement après ça plus tard. Mais là, tu l'as expliqué d'un point de vue comme tu les fais travailler, mais y a-tu autre chose que tu as eu comme idée ou que tu as fait avec tes enfants pour pas qu'ils soient des bébés gâtés malgré qu'ils peuvent pas avoir la même enfance que toi, naturellement? Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à Noël, ça, les gens me trouvent cinglé, là, c'est que Chloé est là, elle pourrait vous le dire, mais à chaque Noël, à chaque fête, jamais je leur achetais, admettons, pour Chloé, une fille, ordinairement, c'est des Barbie, puis les gars, des G.I. Joe. Mais jamais je leur ai emballé des jouets. À chaque Noël... Prends ça en note, chérie. Prends ça en note. À chaque Noël, c'était... j'emballais quelque chose, mais c'était des vêtements qu'ils avaient besoin pour aller à l'école, pour leur loisir. Puis, c'est leur cadeau, c'était des abonnements, mettons, pour aller faire du sport, mais jamais des jouets. Parce que souvent, j'ai vu des parents loader leurs enfants de jouets à pu finir. Ça traîne à terre, tu te marches dessus, tu te fais mal en dessous des pieds. Fait que moi, j'ai tout sauvé ça. Là. Je me suis jamais blessé, il n'y a jamais rien qui traînait. Puis je leur donnais pas de jouets. Mais la vraie raison, c'est que je voulais qu'ils mettent de l'argent de côté. Fait que je les ai habitués que si quelqu'un leur demandait « Tu veux quoi? » mais qu'ils ne soient pas accro à regarder dans des revues. Ouais. Hey, je vais me faire demander qu'est-ce que je veux pour ma fête, qu'est-ce que je veux pour Noël. J'ouvre le magazine, j'ai pas de besoin, mais je me fais demander tu veux quoi comme cadeau, puis là, ils pointent n'importe quelle cochonnerie qu'il y a dans des magasins. Sur l'émotion du moment, qui ne serviront pas, tu sais. Fait que là, je les ai habitués à demander des cartes avec des sous, puis quand les gens te demanderont pourquoi tu fais ça, ou tu demandes ça, mais c'est parce que tu mets de l'argent de côté pour mettre ça dans un rire étude. Puis là, ben, quand que Chloé est arrivée à 18 ans, ben, Max Chloé il avait accumulé tous les sous qu'on leur donnait en cadeau de leur fête au lieu de leur donner un jouet qui aurait fini à traîner à terre ou dans une boîte, puis à un moment donné, tu donnes ça à des fondations ou neveux ou nièces. Mais là, cet argent-là qu'il a accumulé, mais ils se sont achetés une maison à deux quand Chloé elle a eu 18 ans. Ça n'a pas fait l'affaire des Québécois, ça, hein, d'ailleurs? Non, ben ça a fait la une du Journal de Montréal, la presse, Cube Radio, avec M. Dumont. Ouais. Mais comment vous avez vécu ça? Ben moi, j'ai vécu ça comme un bel accomplissement d'un père qui a moyen de tout donner à ses enfants, mais que je ne l'ai pas fait. Parce que ça a été perçu comme ça, là? Ben, ça a été viré comme ça, puis celui qui a fait le plus de tabac, c'est... celui qui dit « En as-tu vraiment besoin? » Oui. C'est quoi son nom? Je ne me souviens plus. McSwing, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, Chloé, ben, elle a pris ça dur de se faire bâcher par McSwing parce que, dans le fond, elle, toute sa jeunesse, elle a vraiment fait les sacrifices de ne pas avoir de jouets. Puis elle voyait ses amis avoir plein de jouets, mais elle accumulait des sous dans un rire étude. Puis c'est ça qui l'a réellement permis de s'acheter sa maison. Puis elle dit dans l'entrevue à Cube Radio comme quoi que la différence d'argent qu'elle avait besoin, ben elle a fait un prêt à ses parents. Fait que oui, j'y ai prêté une partie, mais la grande majorité de la mise de fonds a été sur tous les sous qu'ils ont mis de côté, l'argent qu'ils ont fait quand ils ont travaillé au karting, l'argent qu'elle a fait quand elle a travaillé à la station de service, l'argent que Max y a fait quand il a été paysagiste, puis qu'il a travaillé dans... Les deux ont fait aussi de la tonte de pelouse pendant 1 ou 2 étés, mais ça, c'est... Ils terminent le secondaire, puis le lendemain, ils sont déjà engagés. L'été est commencé, là, fait qu'il y avait 0 congé durant leur saison de congé scolaire. Fait qu'ils en ont fait des sacrifices quand eux, ils voient leurs amis, ben, ils s'en vont au camping avec leurs parents, OK, ils s'en vont à telle place pour un camp de sport, un ci, un ça, mais eux, c'était travailler. Oui,
j'ai l'air dur en les ayant fait travailler comme ça, mais aujourd'hui, ils travaillent avec moi dans toutes les multitudes de compagnies qu'on a, puis ils prennent ça à cœur, puis ils voient tous les efforts qu'ils font, puis le résultat que ça l'amène dans l'entreprise. Puis les deux, c'est inné en eux de travailler, puis de réaliser, puis de créer. Fait que je suis fier de ce que ça a donné comme résultat, mais le fait que l'autre les bâche comme jamais, mais c'est vrai qu'elle a fait des sacrifices, puis qu'elle a travaillé fort pour réussir, puis ils le font encore de faire attention. Ils ont acheté leur scooter. J'ai pas donné une scène. La même chose, ils ont mis de leur argent de côté. Ils ont acheté leur scooter. Puis quand ils ont eu le droit d'avoir leur permis de conduire, ils ont vendu leur scooter. Puis pendant qu'ils avaient leur scooter, mais ça dure comme 2-3 ans avant que tu aies le droit de conduire ta voiture, bien les deux se sont achetés chacune une vieille voiture. Mais ils ont mis de l'argent de côté. Ils ont vendu leur scooter. L'argent du scooter plus l'argent de côté, mais ça arrivait à une somme de 4 500 ou 5 000. Mais ils se sont achetés une voiture de 4 500 ou 5 000. Là. Je suis pas arrivé, puis je leur ai mis une bourse, une McLaren dans le garage. Là. Ils se sont promenés avec des autos de 4-5 000 $. Puis ils ont fait attention, ils les entretenaient, ils les lavaient, ils changeaient leurs pneus eux-mêmes de la rotation des pneus d'été et pneus d'hiver dans le garage à la maison ou au bureau, puis je les aidais, puis c'est comme ça que tu apprends qu'ils soient débrouillards puis économiser. Parce que si tu payes à leur place à eux, à 80$ faire tes changements de rotation hiver-été, mais c'est un autre 160$ qui décolle. C'est juste mentalement l'idée de... Quand tu payes, quand tu as travaillé puis tu t'achètes tes affaires, il y a une espèce de valorisation qu'on se donne. Moi, je me souviens, là, les plus beaux moments que j'ai eu dans ma jeunesse, c'est mon père qui m'avait amené chez Costco pour acheter un petit 4 roues. Il vendait ça pendant une secousse. Puis il m'avait dit, tu le veux-tu? J'ai dit, ah ouais, c'est bien parfait, tu peux l'acheter. Il savait que j'avais l'argent dans mon compte d'argent. J'avais 13-14 ans, puis j'avais l'argent parce que je travaillais sur des fermes. Puis c'est beau, tu peux l'acheter. Mais il m'autorisait à l'acheter. Mais c'est pas, il m'amenait là pour le payer. Non, ben non. C'est moi pour le payer, puis même à faire mon scooter, je l'ai payé, même à faire mon char, je l'ai payé. Puis à chaque fois, j'avais une espèce de sentiment de victoire, de hey, c'est moi qui s'est payé ça. Puis tu sais, je suis jeune, puis mes amis, ben soit qui ont rien, ou soit c'est le parent qui leur achète. Exact. Puis c'est tellement valorisant. C'est valorisant, mais je me souviens dans une école, les élèves, j'ai fait une conférence dans une école, les élèves, ça leur avait pas plu. J'avais dit, un beau cadeau que ma mère m'a fait, c'est quand j'ai lâché l'école, elle m'a dit, parfait, tu commences à payer un loyer. Puis là, les élèves disaient, ben voyons donc, c'est le rôle des parents de payer pour les enfants. Puis je disais, non, imagine, moi, si je reste sur le divan écrasé, puis je fais. Puis mes parents, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de dire, comme, hey, on va tout payer pour toi, puis vis comme une larve ici. C'était, tu veux être dans le monde adulte? Parfait. Comme, tu vas payer, puis si agis comme un adulte. Agis comme un adulte. Fait que cette espèce d'oubliation-là qu'on se met de devoir comme être dans la vraie vie jeune, c'est vrai que ça a un bel avantage, mais. C'est beau de faire ça quand t'es pas obligé de le faire, tu sais, hey, de te lever à 4h du matin pour aller porter Chloé à la station-service ou d'aider Max à changer ses pneus. C'est comme aller à 4h. T'as juste ça à faire, là, c'est comme t'as pas juste ça à faire. Puis c'est ce qui est dommage par rapport à quand ça l'a sorti dans les médias, ben, c'est justement que après ça, les entrevues que vous allez faire où là on en parle, c'est un peu moins. Ben, peut-être que l'épisode on pourra faire des extraits puis le montrer au maximum de gens. Vrai, hein? Mais ces articles-là sont vus par beaucoup plus de gens qu'après ça quand on explique la vraie histoire. Donc, mais l'important, c'est ceux qui voient la vraie histoire, que ça les inspire, puis qu'eux aient plus de succès que ceux qui ont voulu démolir. Exact. Ben, ceux qui ont voulu démolir, ils l'oublient de toute façon. Ils l'oublient. Et tu as dit, là, les enfants travaillent dans vos multitudes de compagnies. Vous avez combien de business? C'est l'impression, j'ai l'impression que vous faites tellement d'affaires. Là. Bon, en ce moment, on est en haut de 40 entreprises différentes. Puis récemment, on a acheté presque un tiers des actions de Remax Bonjour. Fait que c'est toute Mirabel en s'en allant jusqu'à Tremblant et La Chute. C'est un des plus grands territoires d'une agence immobilière au Québec. Puis on a gagné plusieurs années de suite le premier prix de Remax Québec. Puis là, cette année, on est à une pinotte, on est arrivé en 2e position. Wow. Fait que là, mais des gens comme nous, on carbure pas seulement au rendement de la business, on carbure à la reconnaissance. Puis des gens comme nous, ben avec mes partenaires dans Remax Bonjour, nous, on veut le meilleur pour nos courtiers. Fait qu'on veut
on veut le top, là, fait qu'on bûche comme des fous pour emmener la bannière Remax Bonjour à un autre niveau. Puis là, on est tout en train de... Les bâtiments qu'on est en location, parce que là, je suis un nouveau venu avec l'équipe de Remax Bonjour. Puis moi, j'ai la mentalité d'être propriétaire de mes bâtiments. Puis là, on est en train de renouveler nos bureaux. Puis on a tous des édifices neufs qui seront plus en location. Puis on veut emmener une reconnaissance à nos courtiers qui soient tellement fiers de faire partie de notre agence. Puis, comme là, on est en train de terminer des bureaux sur un étage au complet dans la tour 3, dans la cité de Mirabel, des 3 tours de la cité. Fait que là, j'ai convaincu mes partenaires d'acheter un étage au complet. Puis, on va créer un environnement un peu comme les bureaux de Google, d'Amazon, de Facebook. OK, est-ce que tout le monde peut... Ben, on va pas travailler là, mais ils vont pouvoir avoir accès? On a fait un mini-gym. Quand on arrive à l'accueil, c'est l'ascenseur ouvre. En sortant de l'ascenseur, c'est le comptoir d'accueil avec le logo, les gens de Remax qui reçoivent les courtiers. C'est juste pour Remax? Juste pour Remax Bonjour, exactement. On a fait une immense salle de réunion pour faire des podcasts, pour faire des soirées avec des traiteurs. Puis les courtiers peuvent inviter des clients, faire des réunions, des shootings photos, des bureaux ultra frais où ce que les gens ils ont de la lumière, les couleurs actuelles, vraiment de quoi de sharp, pour qu'ils se sentent bien puis qu'ils se sentent les bienvenus. Parce que tu regardes les agences immobilières, souvent, ils réinvestissent pas, à mon point de vue, à moi, en tant que développeur immobilier, ils réinvestissent pas assez d'argent dans le bien-être des courtiers. Puis il y a un gros roulement, exactement. Moi, ce que je veux créer, c'est de la rétention. Puis quand un courtier fait partie de notre bannière Remax Bonjour, mais qu'il n'ait pas le goût de partir pour aller dans P, il veut... Un sentiment d'appartenance. Exact, qu'on crée aussi une chimie, de l'énergie, puis que tout le monde se craint entre eux, puis qu'ils se deviennent tous meilleurs, parce que chacun se partage leur force, leurs compétences. Ça amène quelque chose de gros, de différent, exactement, là-dedans. Et là, ça, c'est les 39 autres compagnies, c'est quoi? Ben là, on a... pas toutes, là, mais... on a construction, on a développement immobilier, on a location, on a des strips de stations de service avec Petro-Canada, Tim Hortons, puis admettons celle-là à 7 restaurants. On a un autre, c'est un SO avec un café dépôt. On a des tours à bureau comme sur l'autoroute 15, où est-ce qu'on a la BDC, Vizina Assurance. J'ai l'impression que tu es propriétaire de Mirabel. Dunton, Rainville, Sutton. Dans le fond, Sutton, c'est une autre bannière, puis ils sont dans nos bâtiments. Mais pour moi, c'est pas un ennemi. Ben c'est de la compétition, puis c'est sain. Moi, je trouve ça correct, puis je trouve ça encore plus correct qu'ils sont dans mes bâtiments, puis qu'on leur donne un bon service. Puis les gens, ils parlent en bien de nous, même si je suis dans une autre bannière. Dans la tour 2, il y a une autre agence immobilière qui est dans la tour avec moi. Puis Remax Bonjour dans la tour 1, puis dans la tour 3. Puis ils font leurs affaires, puis ça va super bien. Puis nous aussi. Mais les gens, comment je pourrais dire ça? Le monde qui n'a pas une belle vision de l'entrepreneuriat et du leadership. D'écraser tout le monde. Exactement. Moi, c'est le contraire. Là, que toutes les bannières pourraient être dans mes tours à bureau. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu as quand même un petit sentiment de compétition de je veux que tout le monde mange, mais j'ai envie de sortir du lot? Ça toujours. C'est comme la course automobile. Tes amis sont pilotes, mais qu'est-ce que tu veux arriver premier? Là? On veut performer puis bien paraître. Fait qu'on fait tout en notre meilleur sans rentrer dans les autres voitures pour blesser l'autre pilote ou pour lui faire perdre des positions en créant quelque chose qui est... C'est comme au hockey, un bon joueur de hockey qui fait des buts, mais c'est pas lui qui donne des coups de crosse dans les côtes des autres joueurs. Là, il paraîtrait pas bien. Là. Fait que en business, c'est la même chose. Tu peux avoir du succès incroyable tout en respectant tous tes compétiteurs. Puis moi, je te le dis, tu capoterais, je parle à tout le monde. Là. Que ça soit n'importe quelle bannière, c'est pas des ennemis, c'est de la compétition loyale, puis c'est nécessaire parce que
le consommateur, il faut qu'il fasse affaire avec la personne qui l'interpelle le plus. Exactement. Fait que c'est à toi à faire une bonne job pour qu'ils viennent chez vous. Tu ne pourras pas faire une bonne job si tu es juste concentré à tasser les autres autour de toi. Non. Tu ne pourras pas offrir le meilleur de toi-même. Mets toute ton énergie à toi de devenir meilleur, à rayonner le plus possible, à faire tout ce qui est en ton meilleur de tes connaissances pour donner le meilleur service. Puis c'est la même chose pour le personnel. Tu sais, comme moi, je veux que mon staff soit attaché à moi puis à nos entreprises. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils soient fiers eux aussi. Exact. Fait que quand que je parle de nos projets, je dis jamais mes projets, c'est nos projets, notre équipe. C'est eux qui sont là, qui réalisent les méga buildings. Oui, moi, je travaille en équipe avec eux, j'ai les idées. On a monté une structure, mais chaque personne qui travaille dans n'importe quel département de l'entreprise est nécessaire. Tout à fait. Puis sans eux, on n'aura pas de succès. Fait que c'est important de les gâter. Fait que moi, tous les employés, ils ont tout leur chandail Ray Junior, casquette. La famille en veut, j'en donne à la famille. Puis plus qu'ils sont fiers d'en donner à leur famille, mais c'est une preuve de respect puis qu'ils apprécient l'entreprise. Fait que s'ils veulent en donner, ça fait encore plus plaisir, puis ça fait encore plus de retombées visuelles puis marketing pour l'entreprise. Fait que faut que tu donnes beaucoup, autant de l'attention, de l'amour, du respect, de l'honnêteté, pour que les gens veulent rester dans ton équipe. Puis c'est super important. Parce qu'après ça, quand c'est un gros roulement, tu peux c'est bon rien, tu perds ton temps. Hein. Comment, y a-tu des leçons que tu as dû apprendre à la dure par rapport à ça, le roulement personnel, ou tu l'as eu inné de bien savoir gérer? Parce que tu as appris plein de leçons en travaillant avec ton père, avec toutes les expériences de travail que tu as eues, mais de gérer du monde. Tu as commencé à avoir une équipe, tu avais 12-13 ans. J'avais 12-13 ans, c'était dans l'entretien de pelouse. Puis je te dirais que ça a commencé à ce moment-là. Pour réussir à avoir des gens qui viennent travailler avec moi, c'était des jeunes. Puis là, j'ai découvert que les kids qui allaient aux arcades à côté... Ceux qui foxaient l'école. Exact, les foxeurs. Mais ils allaient jouer dans les arcades dans ce temps-là. Puis là, c'était tout le temps une patate frite, hot dog, hamburger, pas loin de l'école. Puis il y avait des arcades. Puis là, ils étaient là, puis ils foxaient leur co-là. Mais pour jouer dans les machines, il faut qu'il y ait de l'argent. Puis là, il y en a qui quêtaient leurs parents. Il y en a qui volaient de l'argent à leurs parents. Fait que là, je me disais, je pense que c'est des bons candidats pour moi. Fait que j'allais les solliciter pour qu'ils viennent travailler avec moi. Fait que là, moi, je cognais aux portes. J'offrais aux gens de couper leur gazon. Puis là, eux, ils venaient travailler. Puis, à la fin de la journée, je gardais la moitié des recettes pour payer mes tondeuses, le gaz, l'équipement, le après fil. Ça, c'était 50-50. Puis le reste, c'était 50-50. Puis quand on avait une méga journée, à la fin de la journée, je restais pas loin à Duvernay d'un restaurant de pizza. Là, je faisais faire des jumbo dans le temps. C'était des vraies pizzas. Là. C'était une méchante soucoupe volante. Puis là, je faisais la pizza spéciale du restaurant. Fait que là, c'était oignon, bacon, T'es gâté, la grosse garniture. Mais il se souvenait de ces moments-là. Puis même, j'en ai encore que j'ai perdu contact avec eux, mais ils me voient sur les réseaux sociaux. Puis des fois, ils m'envoient des messages. Puis ils disent que ces moments-là, j'en ai des frissons, que ça a été les plus beaux moments de leur vie pour l'expérience du travail d'équipe. Parce que après, je gardais pas tout pour moi. Puis il arrive dans un autre job parce que tu dis tu donnes des t-shirts, des casquettes à tes employés, puis ils décident de le porter. Comme moi, je le vis avec ma business, puis il y a une espèce de fierté de hey, c'est pas tous les employés qui vont porter le logo de leur compagnie. Là. Il y en a bien qui arrivent à la maison, puis ils chialent au conjoint à conjointe, qui détestent leur boss. Fait que quand ils décident de porter le logo, c'est comme wow, pardon. Mais à 14 ans, de déjà avoir l'idée de séparer les recettes 50-50, c'est super. Puis après ça, ça a juste continué où tu étais toujours dans cette. Ben là, c'est justement, vu qu'eux sont heureux, mais là, il en parlait à toutes les autres. Fait que t'attirais d'autres mondes. Fait que je me ramassais avec plein de kids qui voulaient travailler avec moi puis à couper du gazon. Fait que là, tout ce que je réussissais à faire, c'était de grossir la clientèle pour réussir à en faire travailler le plus possible. Fait que ta mission, c'était pas juste « il faut que je fasse de l'argent », c'est « je veux faire travailler le monde qui veulent travailler ». Puis plus ils étaient contents, plus j'avais du monde, plus j'étais capable de faire des contrats,
Fait que là, c'est une abondance. Ça l'a grossi. On s'est ramassé à 600 clients, 6 pick-up sur la route, 3 gars par juste camion. Pour la pelouse, là, il y avait l'entretien. Juste pour la pelouse. Hein. Juste la pelouse. Ouais. Puis après ça, ça allait exploser dans le domaine du paysagement, pavuni, excavation, aménagement paysager, cascade d'eau qui coule dans les piscines. Fait que là, on est devenu comme une des méga entreprises en aménagement paysager sur la rive nord de Montréal. Tout le monde nous connaissait, même aujourd'hui. Tu parlerais à des gens de Laval, mais ils se souviennent du petit Ray avec ses camions bonsaï. J'en avais 65 qui roulaient à journée longue sur la route. Fait que ça, tu sais, un camion qui fait 15 voyages par jour, mais il passe 15 fois aller, 15 fois revenir. Fait que la personne qui travaille à un endroit à l'extérieur, elle pouvait le voir passer 30 fois dans la journée, mais fois 65 machines. Fait que c'est exponentiel. Le brand, comment est-ce qu'il se promenait, là, c'était fou. Hein? C'était ton début de médias sociaux. Ouais, là, exactement. Tu comprenais que... Puis quelqu'un qui écoute ça en ce moment, qui dit « OK, parfait », fait que là, lui, un de ses secrets dans sa réussite, ça a été d'être bon, d'être juste, d'être honnête avec les gens. Mais il y a des gens qui sont honnêtes, qui se font manger à laine sur le dos. Il y a des gens qui vont être généreux, mais qui vont se faire abuser. T'as-tu déjà senti ça? Ou t'as-tu déjà vécu ça et comment t'as dû réagir? C'est arrivé avec quelques personnes, mais ça, c'est des pommes pourrites, comme on peut dire, dans des paniers, mais j'ai même pas besoin de me soucier de ça parce que l'équipe est tellement protectrice, puis elle a tellement à cœur le brand, la bannière, que automatiquement, cette personne-là, elle se sent pas à sa place. J'ai quasiment pas à le faire moi-même, ce travail-là, parce que si la personne a une mauvaise foi, puis elle dégage un mauvais aura, elle va se faire reject de tous les gens qui travaillent. Ça se fait tout seul. Là. Fait que t'as pas besoin d'avoir un meeting, de réajuster. Sérieusement, là, je suis vraiment chanceux. Puis je pense que je suis chanceux, parce que justement, c'est que je donne un immense respect aux gens qui travaillent avec moi. Puis, tu pourrais te faire un sondage, leur demander. Je suis ultra exigeant envers moi-même. La même exigence, je me demande à moi en discipline, je la demande autant à ceux qui travaillent avec moi, mais en leur donnant tout le respect, l'honnêteté, la reconnaissance, mais je suis ultra exigeant. Fait que s'il reste... C'est un mix comme... Oui, exactement. C'est un mix de parfait, mais en même temps, quelqu'un qui veut performer au sein d'une entreprise, il va se sentir bien quand même d'avoir un patron qui est exigeant, parce que sinon, trop de laisser aller, ben là, ils vont s'emmerder. Mais ils sont fiers de... Tu sais, imagine, là, on n'est pas une multinationale américaine ou une compagnie qui est cotée à la bourse avec plein de monde qui n'a pas de l'argent. Là, je suis le seul actionnaire de toutes ces compagnies-là. Puis mes investisseurs, c'est mes clients, puis mes employés. Puis plus qu'ils donnent leur cœur dans leur entreprise, bien plus qu'on a du succès, plus qu'on est aimé de la clientèle, plus qu'on rayonne, plus qu'on fait de projets, plus qu'on fait des projets qui sont hors de l'ordinaire, plus que les projets sont spectaculaires, plus ils sont fiers, plus qu'ils se donnent. Puis c'est la même chose pour moi. C'est comme une équipe de hockey. C'est important d'avoir une bonne équipe là, parce que tu peux pas tout faire ça tout seul. Donc, tu as compris la synergie. L'union de la force. Comme je prends souvent, admettons, je vois une mauvaise personne devant moi puis qu'il y a une mauvaise perception, je leur conseille d'écouter des films de Disney de sport. Puis souvent, que tu vois l'équipe qui a un mauvais coach, ça fait une mauvaise équipe. Puis la mauvaise équipe, ils sont là juste pour... gagner, démolir, détruire l'autre équipe. Puis le coach qui est là pour la passion, l'union de son équipe, ben c'est typique, mais ils finissent par gagner, mais c'est vrai dans la vraie vie aussi. Hein. Mais je suis content que tu l'expliques parce que ça peut, pris hors contexte et sans explication, on peut sentir comme « Ah oui, c'est bon d'être bien, mais moi, Ray, je suis fin que le monde, mais je me fais abuser, tu sais, ou les mondes me mangent la laine sur le dos. » Donc, t'es pas dans cette énergie-là parce que il y a des gens alentour de toi qui, comme, tu dégages tellement une bonne énergie que tu attires des gens qui ont une bonne énergie, puis ceux que par hasard ils entreraient dans ta vie mais ils n'en ont pas une bonne, mais automatiquement sont comme repoussés. Donc tu n'as pas besoin d'être dans cette. Mais j'imagine que tu n'accepterais pas non plus d'être entouré de gens qui sont juste négatifs ou qui veulent tirer vers le bas. Tu flusherais ça. Ouais. Puis un exemple, même
sais, là, on parle de mon staff direct, mais même les sous-traitants, bon, mettons, sur les projets 700 Sky Blue, pendant la pandémie, les gens étaient down. Ouais, ils n'avaient pas le droit de sortir au restaurant. Tout était limité. Puis pour leur emmener du positif, d'une belle énergie, mais à tous les mois, j'emmenais un food truck différent, avec de la bouffe différente. Puis je payais la nourriture à tous les sous-traitants, puis notre staff qui travaillait ces chantiers pendant la pandémie. Mais les food trucks, quand ils viennent, c'est pas 5 piastres. Ils chargent un montant par personne pour un véhicule qui se déplace. Tout le personnel, ça coûte cher. Puis je choisissais des bons avec de la bonne bouffe. Oh, de quoi de qualité. Mais le retour de ça, ça valait comme 100 fois chaque investissement que je payais pour que la personne puisse bénéficier d'un food truck puis de cette reconnaissance-là. Puis ça fait que les gars qui travaillent sur le chantier sont plus juste là pour la job, pour l'entrepreneur pour qui ils travaillent. Ils ont à cœur le projet, ils ont à cœur mon équipe, ils me respectent moi, je leur fournis les t-shirts. Les gars, mettons, travaillent pour une compagnie de plomberie, mais ils rentrent sur le chantier, ils ont toutes mes chandails sur mes chantiers. Ils ne travaillent pas pour toi directement, mais en sous-traitance, ils ont à cœur que le projet. Fait que ça crée une synergie tellement forte, c'est capoté. Puis c'est pour ça qu'on réussit à faire autant de projets. Hein. Au final, tu n'es pas tant. Oui, tu es un investisseur immobilier, mais tu investis dans l'humain. Beaucoup. En termes de temps, d'énergie et d'argent, parce que je veux dire, il y a des ressources financières en arrière de mettre un food truck là. Puis quand que je croise un employé d'un sous-traitant, ces chantiers, mais je leur donne autant d'importance puis de respect que ça soit mon staff direct. Ouais. Puis les gars sont pas habitués de vivre ça. Fait qu'ils l'apprécient tellement. Ils sont comme surpris, là. Ah ouais, puis tu le vois, là, parce que quand j'arrive ces chantiers, les gars sont tellement contents de me voir, tu sais, parce qu'ils me suivent aux courses, ils me voient sur les réseaux sociaux, puis ils sont fiers de travailler sur nos projets. Fait que quand on fait soumissionner, exemple, des sous-traitants pour travailler sur nos futurs projets à venir, mais ces gens-là, qui sont les représentants des entreprises qu'on fait soumissionner, ils parlent tellement bien de nous, puis ils ont tellement de goût de venir travailler pour nous, que son patron, qui soumissionne sur notre projet, ben il est encore plus motivé à faire un prix qui est raisonnable, sans abuser, pour qu'il y ait le contrat. Fait que ça a une retombée incroyable là, à long terme. Ça peut aller loin. C'est capoté parce que je pense aux gens qui écoutent présentement. Moi, je parle beaucoup de confiance en soi, de communication, de développement personnel, puis ça en fait partie, tout ce que tu amènes là, le côté humain, ça se revire à ton avantage, puis c'est à l'avantage de tout le monde. Mais c'est fou de dire comme juste parce que tu gères bien les relations autour de toi, ça simplifie plein de choses qui seraient encore beaucoup plus compliquées parce qu'il y a des complications dans ton quotidien, c'est sûr. Là. Mais au moins que... on les réduit, je te dirais, au moins à 75%. D'avoir des capacités de communicateur, d'avoir des capacités d'être quelqu'un qui est en mesure d'être bon avec le public, ça change toute la game dans ce que tu veux faire. Sérieusement, c'est une de nos recettes qui crée le succès de tous nos projets. Parce que au lieu d'avoir un employé d'un sous-traitant qui vient sur nos chantiers et que je m'en fous de la job, il se fout de mon contre-maître, il se fout de tout le monde. Mais non, au contraire, il vient travailler puis il est fier de réaliser ce projet-là. Puis là, il les voit sur les réseaux sociaux. Fait qu'il like, il s'est impliqué à 100%. Je les remercie, je les prends en photo. J'implique tout le monde. Fait que c'est une équipe, on a une méga équipe de sport dans le fond. Vous avez combien d'employés? Si tu calcules tout. Sérieux, là, des employés directs, c'est pas tant que ça. Au bureau, on est peut-être en tout une quinzaine. Puis sur les chantiers, on est peut-être une dizaine maximum. Pas plus que ça. Des employés directs, non? C'est tout pour tous ces projets-là. Mais la force, c'est que les sous-traitants soient comme attachés, exactement, puis des respectés. Comme ça multiplie notre équipe comme jamais. C'est très hot. Puis je t'ai entendu dire dans une entrevue, puis j'ai envie de te challenger là-dessus, que tu ne fais plus des projets juste pour
pour l'argent. C'est plus ça qui drive ou c'est jamais ça qui te drive. Mais ça ne m'a jamais drivé, là. C'est fou pareil quand tu vois ça, tu te dis, mais Chris, de l'argent, vous en faites, là. Mais vous n'êtes pas drivé par ça. Non. Moi, ce qui m'allume, c'est justement le fait quand j'arrive sur un chantier, puis que l'équipe de plombiers sont 12, puis ils ont tout mon chandail, mes casquettes, ben c'est ça qui m'énergise, qui me fait triper de faire des projets. Le fait que je veux faire un premier 15 étages à Mirabel, puis que les économistes ils me disent c'est impossible, les banquiers me disent c'est impossible, les études de marché disent que c'est impossible. Puis là, moi, je dis dans ma tête que c'est possible. J'en parle à mon équipe, tout le monde est dedans, puis on met toute notre énergie, puis on installe la première grue depuis l'existence du nord de Montréal, puis que personne disait que c'était possible, puis on monte la grue, puis on fait le projet, on livre tout, puis un an après, on commence la deuxième tour de 15 étages. Ça m'allume. T'aimes ça faire ce que personne ne fait? T'es-tu dans le livre des records Guinness, finalement? Ça, c'est tout un sujet. Dans le fond, on pourrait l'être, mais ce qu'on savait pas, c'est que c'est une compagnie américaine, puis eux carburent au cash. Ah. Fait que là, pour pouvoir être dans le livre pendant seulement un an, c'est entre 50 et 60 000 US. Fait que là... Ça donne une exposure du fait dans exactement. Puis là, il faut payer l'avion, l'hôtel du gars qui va se déplacer des États-Unis pour venir officialiser le record Guinness. Mais pour avoir le droit de l'utiliser pendant un an seulement, le logo, c'est entre 50 et 60 000 pour la première année. Puis si on veut l'utiliser une deuxième année, une troisième année, mais c'est encore des 20 et des 25 000 US. C'est genre de choses que tu serais prêt à faire pour être dedans? Je le réfléchis encore. Puis là, je me disais... C'est pas juste une question de payer, parce que, tu sais, pris hors contexte, les gens pourraient dire, ben là, dans le fond, c'est ça, lui, il a payé, puis il est dedans. Non, non. Exact. Faut que tu passes, mais s'il t'approuve, faut que tu payes. Exactement. Mais ça vaut-tu la peine? Parce que d'une façon marketing-wise, je me dis, moi, si j'ai un projet, puis ça me coûte 50 000 dans le livre des records Guinness, d'un point de vue marketing, c'est bon, là. C'est bon, mais le même 50-60 000 sur les réseaux sociaux, c'est encore meilleur. Ça va ramener... Tu sais, le livre de record Guinness, les tempes, pendant une semaine, je vais avoir une coupe de cœur, j'aime, c'est cool. Puis après une dizaine, 8, 9, 10 jours, ça va s'estomper, ça va disparaître. Mais 50 000 sur Facebook. Mais 50 000 sur Facebook, sur Google, sur LinkedIn, ben ça peut durer plus qu'une semaine, 10 jours. C'est peut-être un mois et demi. Fait que là, ben, t'as des retours comme jamais. Puis la preuve, on a fait la même chose pendant la pandémie. Fait que c'est ce que je disais justement à Maxime, Chloé, puis Maxime, mon gars aussi, que on est-tu mieux de tout mettre ça sur les réseaux sociaux puis continuer à faire ce qu'on fait bien. J'ai eu la même pensée que toi. Ouais. Mais dans quand on est actif sur les médias sociaux, on a tout le temps ce regard-là de OK, ben j'ai tel projet, je pourrais mettre X nombre de montant d'argent. Là, tu te poses la question, ouais, ben là, si je le mets à la place, c'est plus payant sur Facebook. Laisse faire les articles de ci, articles de ça, ou moi mettre ça sur Facebook. Puis c'est fascinant pareil de le voir en arrière le livre des records Guinness que finalement c'est pas tant. Je l'ai pas vu venir. C'est sûr que je l'ai pas vu venir. Donc là, ben bon, t'es pas encore dedans. T'as parlé au niveau des banquiers qui bon, ils disent non les projets. Comment tu réussis là, à te faire financer dans des projets comme immenses? Puis là, surtout les taux d'intérêt ont monté dernièrement. Tout ça, faut que tu sois si créatif que ça? Ouais, il faut être très créatif. Puis dans mes bâtiments, exactement comme le 700, mais l'édifice, en ce moment, valeur économique a été évaluée environ à 130 millions. Puis notre financement qu'on a dessus, c'est 72. Fait que là, on a toute l'équité entre 130 et 72. Puis c'est ce qui renforçait la valeur du prêteur. Parce que la banque, elle veut pas... Exemple, le prochain projet qu'on est en train de travailler, c'est Espace W, puis le parc aquatique Moana. Ouais. Mais le Espace W, c'est 200 millions, puis le parc aquatique Moana, c'est 200 millions. Fait que les deux prochains gros projets qui s'en viennent, c'est 400 millions. Fait que ça prend, comme tu dis, beaucoup de banquiers. Mais pour mettre en confiance ces banquiers-là, si je suis à côté dans mes financements dans tous les édifices, mais tu les rassures pas. Tu rassures aucun banquier.
Mais quand le banquier voit que tu as exemple 700, 72, 130, mais le gars, il Tu n'utilises pas toute ta capacité. Exactement. Fait que là, ça paraît bien. Il voit une sécurité sur ce projet-là. Ça paraît bien. Tu n'es pas à côté. Les revenus mensuels, ils sont pas utilisés à 99,99% juste pour payer une hypothèque parce que je l'ai leveragé à 95% puis que j'étais à côté. Parce que si tu as un bâtiment de 130 millions puis il est financé à 120, ben la marge est pas grosse. Est-ce que tes aptitudes, people skills, le fait que tu es bon avec les gens, ça marche avec les banquiers? Je te dirais que avant non, mais maintenant, le fait que j'ai prouvé que tout ce qui était impossible est possible, que je le rendais possible, mais j'ai bâti une crédibilité, une confiance envers les institutions financières. Puis, quand je rencontre un banquier, mais j'ai jamais de bullshit. Ils savent que si je leur dis quelque chose, mais je vais l'emmener vraiment à terme, je vais jusqu'à mourir s'il faut pour finir le projet. Je suis comme ça de nature, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je vais travailler s'il faut 120 heures semaine, mais je vais emmener à terme le projet comme le 700, qu'on l'a tout monté à 100% pendant les 24 mois du pic de la pandémie. Puis là, ben, si je fais des projets, puis il n'y a pas de pandémie, puis que les taux d'intérêt sont plus hauts, mais ça va coûter moins cher que toute la souffrance que la pandémie a emmené avec les périodes qu'on a été fermés, un gars qui travaille par condo. Mais là, si je fais l'espace W, pas de pandémie, mais c'est 3 gars par condo, 3 quarts de métier, projet, il roule. Oui. Fait qu'au lieu de le faire en 24 mois, me le faire en 18 mois, fait que la perte, oui, il y en a une parce qu'on paye plus d'intérêt, mais on le fait en 6 mois plus rapidement. Fait que c'est 6 mois de moins d'intérêt. À la fin, à moi, ça va me coûter moins cher. Donc, au final, il y a tout le temps des défis. Il y a tout le temps un défi. Fait que tu t'arrêtes pas parce que, ben là, il y a la pandémie, ben là, les intérêts, ben là, ci, ben là, ça. Parce que moi, j'entends plein de personnes parler de, ben là, c'est pas le bon timing pour ci, c'est pas le bon timing pour ça. Toi, le timing, c'est jamais quelque chose que tu t'es posé comme question. Parce que j'ai déjà entendu en interview dire, tu sais, je suis quelqu'un de perfectionniste, je veux que les choses soient bien. Mais moi, je vois beaucoup de perfectionnistes qui, au final, prennent jamais action. Mais t'es pas là-dedans. Tu veux que ça soit bien, mais tu bouges. Oh, nous, on travaille clean, proprement. Mais on est des guerriers, là. On est les commandos qui ont été pitchés avec de la poudre de saucisse. C'est la poudre de saucisse. Puis, sérieusement, là, j'ai tous des guerriers dans mon bureau. Il faut ils veulent s'entourer tout, de gens comme ça. Ils trippent, là. T'sais, ils ont tout hâte là, qu'on creuse l'espace W. Puis à eux, je leur parle pas d'intérêt parce qu'ils ont juste le focus de starter le projet. Puis ils vont bûcher jusqu'à temps qu'on ait livré le dernière unité. Puis, ils me laissent le driving de les intérêts, parler avec les banquiers pour créer les projets. Puis, ils sont en confiance. Tu sais, que je vais arriver à terme de tout. Fait qu'ils sont tout le temps rassurés par eux-mêmes. T'es un bon leader. T'es un bon leader, donc ils ont envie d'y aller avec toi. Puis, avec tous ces projets-là, tu réussis à trouver le temps quand même de te reposer, de te relaxer. Là, tu fais en plus de la course automobile. C'est-tu ça, tes périodes où est-ce que tu travailles moins? Oui, bien dans le fond, je dis ça souvent quand le monde dit pourquoi tu fais de la course, tu devrais t'asseoir dans ta cour, relaxer sur une chaise longue, mais tu veux pas faire ça. La vérité, ça m'arrive, là, quand il n'y a pas de course, je m'assieds sur le bord de la piscine avec les kids, avec Annie, puis là, mais aussitôt que je suis assis, là-dedans, mon homme, là, ça bouillonne, là, ça en est agressant, là, parce que je suis tout le temps en train de chercher des idées, là, je suis sur mon sel, je fais des recherches sur Google, tel parc aquatique, qu'est-ce qu'ils ont fait comme marketing, quelle nouvelle glissade qui existe, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur comme nourriture, qu'est-ce qui pogne pas, quel type de mascotte qu'ils utilisent, quelles couleurs qu'ils ont à l'intérieur, les vestiaires, ça a l'air de quoi, je check tout, ben, j'arrête jamais, là. Mais quand je suis dans l'auto de course, à 250 km/h avec mon casque, puis il fait genre 250 degrés, puis j'ai mon tuyau à l'air, puis j'ai mon 3 litres d'eau à boire, puis je peux pas en boire plus, puis qu'on est genre 24, 25 freaks comme moi qui veulent tout aller en avant,
Puis que là, il faut faire attention à nos pneus, il ne faut pas accrocher la voiture, il faut prendre la courbe comme du monde. T'as pas le temps de penser là, à tes j'ai plus projets. le temps de penser. Fait que On en a parlé repose. tantôt. Les deux, Là, on là, je me est passionnés de course, puis de bébelles, puis tout ça. Puis ça, je disais, quand tu roules vite, t'es en motoneige ou en moto, puis je clenche, j'ai pas le temps de penser aux problèmes. Fait que tu vis ça en course automobile, puis mais tu trouves quand même le temps de pouvoir faire les courses, ou t'as-tu une espèce de regret de tu peux pas assez en faire parce que tu travailles beaucoup? Ben, T'aurais aimé ça être pilote de NASCAR, comme vivre de ça? Mon rêve d'enfant, c'était justement, j'en parle dans mon livre Les bâtisseurs visionnaires, mon idole à moi quand mon père coursait, puis j'avais 6-7 ans, c'était la voiture numéro 43 STP de Richard Petty. Okay. Puis quand j'étais allé courser aux États-Unis, j'en parle dans mon livre, comme Dieu venant d'apparaître devant moi, je suis tombé face à face avec lui. Il avait son chapeau de cow-boy, sa grosse imperméable ancrée comme les cow-boys dans l'ancien temps. Puis là, mais je capotais, là. Il était là, puis toute mon enfance, quand j'étais un petit cul... C'était ton idole. C'était mon idole, puis je disais un jour, je vais être pilote de NASCAR, je vais courser contre Richard Petty. Puis finalement, ben, on n'avait pas l'argent pour réaliser ce rêve-là, mais à force de bûcher, de travailler, j'ai quand même réussi à aller courser professionnel aux États-Unis, à Bristol, au Tennessee. Puis je suis tombé, tu sais, c'est capoté, là, face à face avec la personne que je rêvais quand j'étais enfant de courser contre. C'est une espèce de signe de la vie de t'es à la bonne place. Là. Ah ouais, je capotais. Ah ouais. Tu dois avoir des frissons, c'est fou. Inexplicable. Et là, tu continues à faire la course régulièrement. Justement, cette année, on a signé une équipe pour toutes les courses de la saison. Il y en a 13. Puis comme j'ai plus de 40 entreprises, puis c'est important que je sois présent justement pour m'impliquer dans tous les projets, dans le financement, m'occuper de toutes nos équipes, nos gens qui travaillent avec nous, bien, il faut que je sois là aussi. Fait que là, je me concentre sur les 5 plus grosses courses en circuit routier. Dont le Grand Prix de Toronto, que je vais être le 15 juillet dans les rues de Toronto pendant le Honda Indy, au Grand Prix de Trois-Rivières, que tout le monde connaît. C'est toutes des courses télévisées. Puis, en collaboration avec notre recrue du Québec en NASCAR, qui est un des étoiles montantes, c'est Raphaël Lessard, qui vient de la Beauce, mais lui, il fait toutes les autres courses en ovale avec la voiture, avec notre effigie Espace W, Ray Jr. Puis les gens peuvent écouter ici Radio-Canada l'entrevue qu'il a faite hier pendant la course justement en Beauce. Ouais. C'est vraiment incroyable. Il y a le saut. Il est commandité au complet par tes entreprises. Il a ça à cœur comme jamais. Il est très bon. Une bonne tête, il parle bien avec les gens, il parle bien avec le public, il est pas hautain. Fait que ça me représente vraiment bien en tant qu'humain. On s'appelle régulièrement pour s'échanger des idées quand lui est en voiture, puis il m'emmène des trucs. Puis moi, de mon bord, mais j'y emmène sans qu'il s'en rende compte, mais des idées d'entrepreneuriat, comment approcher. Tu sais, des fois, des gens, quand tu leur demandes des changements sur la voiture, si le gars, il a, exemple, 40 ans, puis tu as un kid de 20 ans qui est Raphaël, qui dit à l'ingénieur de 40 ans, et moi, la voiture a fait tel effet quand je demande ça, puis là, ça marche pas, mais fais ça sur l'auto. Le monsieur, genre, t'es qui, toi, pour me dire quoi faire dans ma job, mais lui, il n'est pas dans l'auto, il ne sait pas comment la voiture réagit. Fait que, tu sais, sans qu'il s'en rende compte, mais j'y amène de quelle manière parler à cette personne-là pour qu'il y ait une bonne réception puis que la personne, elle le prenne au sérieux puis qu'elle l'écoute. C'est lui qui est dans l'auto, c'est lui qui sait comment qu'elle se comporte, la voiture. Vraiment. Fait que, pas parce qu'une personne est plus jeune, puis je l'applique, moi, dans tous mes métiers, autant sur les réseaux sociaux, tu sais, comme j'apprends des jeunes qui font des TikTok, des Instagram, parce qu'on n'est pas là à 100% dans tout. Fait qu'il faut écouter
les compétences de Ouais. tout le monde, même si la personne a 30 ans Non, c'est pas une question de d'âge, moins que c'est- moi, ça n'a pas une question Mais tu le d'âge. sais parce que tu l'as vécu, parce que tu as commencé jeune, en Exactement. affaires et tout ça. Puis c'est vrai pour dans la course où il est jeune, mais il est dans le char. Moi, je me souviens, j'ai eu Exact. la chance de l'entendre parce que je l'avais vu à une course, puis avec les. Justement, on va dire l'autodrome Chaudière. Exact. Puis on va dire l'écurie où il y avait le véhicule qui coursait, mais je le commanditais. La personne qui avait l'auto, puis il chauffait cette auto-là, puis il m'avait donné le casque pour Ah que ouais, c'est j'entende malade, hein? sa piste. Fait que j'entendais Raphaël dire comme hey, ça va mal, telle affaire. Puis là, les gars de la mécanique se grattaient la tête de OK, ben là, il va falloir faire telle affaire tantôt. Puis, mais c'était un univers, c'était un monde. Ouais. Puis, mais c'était quelque chose d'excitant, puis je comprends pourquoi t'aimes ça. Ah, puis tu vas chercher tellement d'adrénaline. C'est fou. C'est fou, là. C'est inexplicable. C'est très cool, Ray. Merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation de venir Merci à jaser. toi. On a parlé d'un paquet de sujets, on a passé par plein d'affaires. Si les gens veulent te suivre, veulent voir ce que tu fais, Facebook, t'as dit On est les partout. Instagram, les TikTok. Avec les- Chloé puis Maxime, maintenant, on est rendu partout. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. On est vraiment partout. Fait que les gens peuvent nous suivre là. On a des photos, des projets, des Ouais. courses. Moi, je vous suis, puis je de vois notre- l'avancement des projets. Puis c'est le fun de te suivre parce que on voit comme autant vos projets immobiliers que là, ce que vous allez faire. On pourra en refaire dans une autre entrevue, parler du parc aquatique quand ça va être, ouais, ça, quand ça va j'ai hâte, être à jour. On garde ça en suspens. Mais la course automobile, on voit comme plein de choses. Ça t'inspire les gens, tu montres le concret de ce que tu fais dans ton quotidien. Ouais, c'est c'est vraiment le fun. intéressant Mais de, comme de te toi. suivre. C'est pour ça que je suis ici, parce que tu nous inspires. T'es bien fin. Fait qu'un gros Merci à toi.